poser une question. Ouais. Je vois qu'il y a une voie ferroviaire qui traverse le centre et le fret ferroviaire n'est pas prévu là-dedans. Alors, le fret ferroviaire, j'ai entendu parce que j'étais là quand ça a été étudié, on l'a étudié. Ça veut dire qu'il faut qu'on crée ce qu'on appelle un embranchement en fer. Donc, c'est une démarche qui est assez lourde. Et on est sur une voie SNCF qui, en termes de capacité et même de projection, est déjà complètement saturée. Et donc, ils n'envisagent pas du tout D'accord. de faire évoluer le fret ferroviaire, on va dire, même moyen terme, quoi. Donc, par contre, on a un embranchement en fer juste au sud, à la sortie de Baziège, qui lui est très, très peu utilisé. Donc, on envisage peut-être, si un jour ça a du sens, de travailler avec cette logique-là, soit de le faire déplacer, soit de voir un petit peu comment on peut le faire. Mais aujourd'hui, il est raccroché au silo qui est au sud de Baziège. C'est aujourd'hui une possibilité qu'on n'a pas écartée. Mais on ne pouvait pas en rajouter un aujourd'hui dans les préconisations actuelles de la SNCF. Ça, c'est bien la ligne qui va à Carcassonne, C'est pas Narbonne, Narbonne, c'est ça? tout à fait. Tout à fait, oui. Ouais. J'aime bien pour aller régulièrement, c'est horrible. Elle fait à la fois les TER, les grandes lignes, enfin, et du transport aussi de marchandises. Mm. Et donc là, c'est pour ça que le CERM sur ce secteur-là est vraiment tendu. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que le fer du Sud est peu utilisé? Euh, Parce que c'était, je pense, historiquement lié au transport de céréales. et qui n'existe plus Si, mais il aujourd'hui. faut un camion, quoi. Ah oui. Ils veulent pas perdre leurs droits, voilà, mais donc ils le lâchent pas. Et alors, pardon, juste une question, parce que sur l'aspect ferroviaire, même si c'est pas vraiment le sujet, mais au vu des grosses difficultés quand même sur ce tronçon, en fait, il y a rien de prévu qui pourrait impacter en fait l'emprise sur la ZAC. Un Dire doublement des voies, ou je sais pas. mais si, en fait, ce que disait Jérémy, c'est qu'aujourd'hui, on a des reculs qui permettent, Ah, c'est ça. voilà. Ok. Ok. Bon, c'est pas de la maîtrise foncière toujours, mais c'est une Oui. mise en place de recul par rapport à ça. D'accord. Oui, oui. Ok. Oui, on peut pas bloquer. Et même Ouais, ça pouvait se développer. l'ouvrage, l'ouvrage d'art Voilà. a été prévu pour intégrer deux voies supplémentaires. D'accord. Donc les piles sont en fait relativement écartées par rapport aux voies pour permettre justement une évolution scientifique. Ça a été anticipé. Il est réalisé, ce pont, c'est fini. Non, alors il y a Ouais, les travaux sont en il y a une cours rampe de chaque côté, en fait, hein. et Il manque D'accord. ça. on espère vous voir au lançage. C'est en novembre, le 10 je crois. Donc ouais, ça va bientôt arriver. Ça, c'est un créneau où on va couper la voie à la circulation, et donc ça se programme, je sais pas, 5 ans à l'avance. Ouais, entre 4 et 5 ans. Ne prenez pas le train le week-end du 10 novembre, hein, je vous le dis. En tous les cas, pas dans cette direction. Pas dans cette direction. Ce sont des créneaux. Pas dans l'autre non plus. Définir. On a 72 heures, hein. Pas une de plus, hein, pour lancer le plan. Quand tu auras le pont au milieu, ils vont quand même attendre. Du coup, troisième sujet sur l'environnement et l'énergie. Oh, pardon, je vais un peu vite. Déjà, vous rappelez le fait que la ZAC soit, alors vous rappelez ou vous informez hein, que le fait que la ZAC soit dans la démarche quartier durable Occitanie, donc qui est un label porté par Envirobat. Donc, on a été en phase de conception labellisé niveau bronze. Là, on a un marché qui a été récemment lancé qui va nous permettre d'aller vers la phase réalisation. Donc ici, pour conforter notre démarche, vérifier que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose soit bien en adéquation avec le label quartier durable. Et pourquoi pas aller chercher le niveau au-dessus. Pourquoi on s'interdirait hein. Si on peut faire mieux, allons chercher ce qu'il y a au-dessus. Surtout que avec tout le travail qui a été fait sur le démonstrateur vide durable et toute la matière qu'on a réussi à accumuler et à réinfuser dans le projet, peut-être que finalement, le niveau argent, on n'en est pas loin, quoi. On est à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui va être enclenché à partir du dernier trimestre, à partir de début octobre, oui, fin septembre. Et la labellisation Envirobat, c'est un comité d'experts Externe, ouais. externes, voilà, sur lequel on présente le projet. Donc, il y a des architectes, il y a des spécialistes, il y a aussi enfin, les réunions sont publiques, donc les habitants peuvent participer aux questions, etc., les citoyens. Et
C'est un quartier durable Occitanie, c'est un référentiel qui a au départ été construit autour des quartiers d'habitat. Et donc, c'est sur la ZAC du Rivel qu'ils ont adapté leur référentiel pour les zones économiques. Et donc, ce qui explique aussi pourquoi on a été chercher Bronze, c'est que il y avait encore des sujets qui étaient très liés à l'habitat. Nous, on ne savait pas aller les chercher sur un quartier économique, mais depuis, ils ont réorganisé leur référentiel pour que ce soit plus adapté à tout type de quartier. C'est 300 points de mémoire qu'on doit suivre sur toute la durée du projet, études et 10 ans après la réalisation. Même plus que 300. Juste illustrer un exemple, est-ce que c'est des points qui rejoignent les axes qui ont été cités précédemment? Oui, en fait, avec l'AMI de démonstrateur ville durable, on répond à beaucoup de points sur la biodiversité, l'eau, etc. Oui. Par contre, il y a une obligation de suivi, de mesurage, etc. L'intérêt du quartier durable, c'est aussi la phase usage. Alors là, on n'en voit pas parce qu'elle est cachée par la fenêtre, mais en fait, il y a conception, réalisation et il y a la phase d'usage. Du coup, vous voyez, c'est 2 ans après la livraison. Donc, c'est assez intéressant de voir c'est une forme d'évaluation Oui. après coup, Oui. voir un peu comment Oui. ça a évolué C'est ça. sur 2 années. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est suivi, pas suivi. Parce que quand vous parlez, par exemple, des objectifs de biodiversité, finalement, ou la végétalisation, quand vous plantez, en fait, bah, c'est ça. On plante, ouais, c'est bien, mais ce qui se passe le plus important, c'est ce qu'on fait après, quoi. Ouais. Donc voilà, ça aussi cet intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres zones d'activité qui ont ce type de labellisation ou c'est vraiment... Alors QDO, non. Bah, Il y en a d'autres qui se lancent dedans, mais c'est la première au niveau. Alors, quartier durable Occitanie, il y a la même chose, quartier durable Aquitaine, Bretagne, enfin, c'est une démarche qui est à l'échelle de la région à chaque fois, mais qui est nationale. Et c'est le premier par réactivité. Ouais, d'accord. C'est intéressant ces réunions avec des experts externes qui sont indépendants du projet, ils connaissent pas forcément ils sont neutres vis-à-vis de leur posture. Ils sont même des fois très éloignés souvent même très éloignés du Et territoire. c'est eux qui, en tant que jury, vont définir si ça correspond bien aux critères et au niveau. Ouais. Ça pourrait être intéressant avec les systèmes un jour. Ce qu'il en est, si jamais il y en a qui sont prévus, pas forcément pour le Rivel, mais peut-être pour d'autres projets. Ah oui, pour d'autres projets. Et s'il y a le Rivel aussi, pourquoi pas, ça va être intéressant. Je passerai c'est Cécile Rodriguez chez nous qui suit ça, donc je dirais qu'elle te passe les ailes. J'ai fait un petit focus sur la construction du cahier des prescriptions environnementales. Alors, de son petit nom, le CEPOP, cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales. Euh, c'est plus une slide un peu itérative, c'est pour vous expliquer là où on en est. Donc voilà, aujourd'hui, on a un plan directeur, un plan guide qui est plutôt en place. Donc maintenant, il faut qu'on construise à partir de ce plan guide notre cahier des prescriptions, notre cahier des charges. Voilà, j'ai remis quelques éléments un peu clés. Donc c'est renforcer les trames vertes, bleues et brunes dans les espaces publics et privés, parce que on va le faire nous de notre côté, mais on va essayer aussi d'inciter les porteurs de projets à y travailler. Et j'allais dire, ça se fait même limite que par la gestion, en fait, plus que par l'acte de planter. C'est comment ils vont gérer leurs espaces. Est-ce qu'ils vont laisser pousser? Est-ce qu'ils vont faire une fauche tardive? Ou est-ce qu'ils vont tenir un gazon comme un green pendant toute l'année? Au mois de mars. Voilà, ça c'est des éléments. C'est la trame brune. La trame brune, c'est le sol. D'accord. C'est la reconstitution du sol. Et alors, on l'oublie souvent, il y a aussi la trame noire. Je ne l'ai pas mise parce que dans la mesure où à la base c'était des terrains agricoles, bon, la trame noire, forcément, elle existe. Mais on a un travail sur l'éclairage pour avoir une gestion différenciée justement des puissances. Et la trame brune. La trame noire, sur le Rivel, on fait du non-éclairage. Je veux dire, Oui, voilà. Il y a une grosse partie sans éclairage public. De la route. Non, la route départementale n'est pas éclairée, c'est juste les bas-côtés de la route qui sont éclairés pour les piétons et cycles à très bas niveau. Et donc, on va avoir une artère principale sans éclairage. D'accord. Ça a été discuté avec le département qui est d'accord. Et donc là, on est sur une trame noire intégrale. Voilà. Et du coup, c'est imposé aux entreprises de ne mettre pas des loupures. Comme au Lidl actuellement, quoi. Voilà. Là, on a une maîtrise totale. D'ailleurs, on parle de moins en moins de trame noire, mais on parle de trame lumineuse maintenant, sous-entendant qu'on va choisir où on éclaire et tout le reste, par défaut, n'est plus éclairé. Ah, d'accord. Ça veut dire la même chose, mais c'est plus ambigu.
Ensuite, on a le sujet de la production photovoltaïque, de l'énergie. Donc, c'est s'appuyer sur les porteurs de projets pour créer une production photovoltaïque sur chaque lot, en capitalisant une production de chaud-froid et capitalisant sur une production de chaud-froid efficiente, par exemple des systèmes avec des pompes à chaleur. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans des opérations de ce type, c'est d'avoir un opérateur énergie qui va être un référent et un partenaire global à l'échelle de toute la ZAC et qui, au travers de son expertise, va faire des implantations photovoltaïques sur l'ensemble des toitures des porteurs de projets et qui, en contrepartie de la mise à disposition de ces toitures par les porteurs de projets, leur proposera un contrat de fourniture d'énergie à un tarif inférieur au prix du marché. D'accord. Autoconsommation sur Et des y zones. compris autoconsommation, du coup, in situ de leur propre installation. Et ça rejoint en fait l'objectif de ZAC à énergie positive, hein, tout ça, hein. On ne peut atteindre les objectifs qu'avec ces prérequis. Et la production de chaud et froid en fait partie. Si tous les porteurs de projets, ils sont incités à le faire, travaillent avec des systèmes de pompe à chaleur, alors que ce soit une pompe à chaleur aérolique ou géothermique ou c'est quoi d'autre, bah finalement, on va être dans une logique positive parce que un calorie consommé, c'est 4 ou 5 restitués. Donc, si en plus on fait ça avec de l'énergie photovoltaïque, là on est hyper vertueux, quoi. Et pour le chaud et le froid, est-ce que ça sous-entend qu'on peut aller jusqu'à un réseau pour partager? Alors, le réseau, c'est un sujet qui nous anime beaucoup. La complexité du réseau, c'est comment on le dimensionne, dans la mesure où on ne sait pas encore qui va s'installer. Ce que nous, on veut pousser, c'est que il y ait des possibilités de réseaux mutualisés entre les porteurs de projets. Nous, en tant que SPL ou aménageur, on ne pourra pas déclencher la création d'un réseau public. Si on en avait eu un à côté, peut-être que la question aurait pu se poser, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Par contre, si demain une société a de tels besoins en froid et en chaud qu'elle réfléchit à une installation géothermique, bah, peut-être que nous, comme on a une vision consolidée et globale du projet, on peut dire, bah, attendez, discutez avec le porteur de projet d'à côté parce que lui aussi, il a besoin de beaucoup de puissance. Bah, faites une installation ensemble. Nous, on vous l'interdira pas. Travaillez sur un réseau privé géothermique et faites quelque chose de vertueux entre vous, quoi. Donc, on va plutôt inciter à ça. Et du coup, la logique de groupement de projets et de macro-lots, ça va dans ce sens. Si vous avez un opérateur privé qui gère plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, bah lui, à l'échelle de son opération, il va être capable d'amortir un système comme ça de géothermie, par exemple. Le potentiel géothermique de la ZAC, il existe. On sait qu'il existe. Donc voilà. Après, la mise en œuvre et le coût, ça, c'est un autre sujet. J'ai une question. En fait, est-ce qu'il y a des études qui ont porté sur le niveau de coopération en fait des entreprises dans des actes, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une idée en fait bon là, il faut les inciter, etc. et tout, mais de manière générale, le comportement général, est-ce qu'on sait si ça a un niveau, s'ils coopèrent facilement ou si en général c'est plutôt chacun chez soi et c'est difficile à faire dialoguer. Moi, je dirais qu'on sait que c'est plutôt difficile. Par contre, parce que, alors, des fois, enfin, faut se dire que tout ce qui est démarche, on va dire, globalement d'économie circulaire, etc., quand il s'appuie sur un partenaire, notre entreprise, si celle-là change sa politique, sa stratégie, si elles font les plans, etc., ça fragilise beaucoup de choses. Et donc, en général, cette coopération entre entreprises, elle se fait avec un tiers. Et donc là, ce qu'évoquait Jérémy, si une entreprise part sur de la géothermie et qu'il y a un potentiel pour une autre, ça va être dur de faire déclencher. On va proposer, c'est pour ça qu'on crée, là, on crée en ce moment une société d'économie mixte énergie. Et donc, ça serait la SEM qui porterait, alors, frais d'investissement, etc., mais qui jouerait ce rôle de tiers, de confiance, elle resterait. Et si un des acteurs part, ben, elle aura à charge de trouver notre rentabilité, etc. Mais il faut les aider un petit peu à limiter un risque, enfin, nulle peur, parce que sur ces questions d'énergie, on n'est pas trop inquiet. Il y aura toujours du besoin. Et eux, c'est pas leur métier premier de faire de l'énergie. Et donc, du coup, c'est cette partie-là qui est et l'opérateur énergie sur les actes du RIPE, par exemple, peut jouer ce rôle-là aussi. Il va être sur le photovoltaïque. Donc, c'est ça qui est assez innovant.
c'est à la fois une sécurité, c'est un outil parce que ça leur permet de moins investir, de respecter aussi des réglementations qui sont de plus en plus compliquées. Donc, c'est très avantageux. Par contre, ça leur amène beaucoup de complexité pour des entreprises en dehors de leur zone de Oui, métier. Et donc, c'est ça qui est assez dur à amener. Et dès qu'on a passé ce cap-là, c'est plutôt facile de discuter avec elles. Mais il faut cet outil-là de tiers de confiance. ça va être des gens motivés quand même qui vont. Alors, la Enfin, motivation, au vu de tout ce qu'on vient de voir, oui, mais en fait, la motivation, elle est. c'est pas une Bon, critique, hein. non, non, mais on n'imagine pas, parce qu'il y a eu un sourcing de fait, il y a eu un travail avec les entreprises, on n'imagine pas à quel point ils sont demandeurs. Ils ont beaucoup de problèmes à se projeter dans la durée avec des prix d'énergie qui n'arrêtent pas de fluctuer. Donc, ils cherchent des solutions avec de l'énergie, des prix d'énergie stables. Ils sont demandeurs en termes parce qu'il faut qu'ils recrutent, il faut qu'ils aient des clients et l'image ou même la réalité de ce qu'ils font, c'est beaucoup plus ambitieux que ce qu'on imagine. Ils sont demandeurs aussi. Alors, ils vont chacun dans leur coin. Là, ils arriveraient sur un endroit où il y a quand même énormément de services qui sont proposés dès le départ pour répondre à ces enjeux-là. Et après, il faut être clair, on est en zone toulousaine, il n'y a pas tant d'endroits pour faire ça. Oui. Voilà, c'est ça aussi, c'est Oui. Ça aussi, on aurait la même démarche que sur une zone qui perd des entreprises. Il y a une discussion beaucoup plus compliquée, même si on aurait encore une carte à jouer, je pense. Mais ouais. là, on n'a pas ce problème. Du coup, peut-être deux derniers focus sur la volonté quand même de mettre en œuvre, on souhaite la mise en œuvre au maximum de systèmes constructifs bas carbone, même si de toute façon la réglementation environnementale et les réglementations thermiques vont dans ce sens. Donc finalement, est-ce qu'on va beaucoup plus loin? C'est pas certain. Mais il y a quand même la question de la labellisation, puisqu'on est quartier durable Occitanie. Est-ce que finalement, est-ce qu'on ne va pas demander aux porteurs de projets d'avoir des bâtiments durables Occitanie, ce qui irait plutôt dans la logique de la démarche de la ZAC? Voilà, on sait que ça peut avoir un surcoût, c'est possible, mais bon, en même temps, d'une certaine manière, ça se rapproche de la RE 2020. Plus on va avancer, plus ça va être exigeant. Donc, bon. Voilà, ça paraît pas si osé non plus. Et enfin, un gros sujet, on en a parlé, c'est l'optimisation des surfaces foncières et bâties. Je pense que c'est un des plus gros sujets, et la verticalisation de l'activité. Voilà, il y a des entreprises qui seront sûrement très réticentes, d'autres qui y seront ouvertes, d'autres qui nous diront même pas ce qu'ils envisagent de faire parce qu'ils ont peut-être des process qui sont secrets et que de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Je pense qu'on va avoir tous les cas, voilà, donc faut rester, je pense, très ouvert sur le sujet. On va essayer de discuter. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, maintenant, il y a aussi peut-être une incitation économique à laquelle on est en train de réfléchir. Plus tu montes, moins tu payes. Voilà, ça peut être une possibilité. Et là, je pense que les entreprises vont nous écouter. Donc voilà, après ça, et plus tu t'étales, plus tu payes. Ça peut être ça aussi, hein. C'est voilà, c'est un vrai sujet, comme disait Rémi, les zones d'activité, voilà, on est dans un périmètre qui est en tension, l'agglomération toulousaine elle attire, et les fonciers pour faire de l'économie, il n'y en a plus des masses. Euh, et donc voilà, il faut qu'on soit tous vertueux et qu'on réfléchisse à deux fois à l'usage plus qu'à la surface de parcelle. C'est pour ça que je vous dis la surface de plancher, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas la surface cessible. Parce que finalement, moi, je veux pas une entreprise qui va me dire, moi, je veux 1 hectare pour faire mon projet de 10 mètres carrés. Non, moi, je veux une entreprise qui me dit, je veux 10 mètres carrés, et moi, je lui dirai combien de surface de terrain elle aura. Et c'est pas à l'envers. Mais c'est un vrai challenge, hein. On renverse complètement la logique de vente qui s'est faite au cours des 20-30 dernières années, c'est-à-dire, j'achète du mètre carré foncier. Non, là, j'achète du mètre carré de plancher. Qu'est-ce que je construis? Ça a été Mm. fait. Aujourd'hui, la SPL Enova et les élus ont décidé de ne proposer qu'un prix de mètre carré de plancher. Ça va être la base de la discussion, c'est ça, Mm. pour la commercialisation. Juste dire on espère qu'ils vont monter, etc. Il y a des incitations, mais il y a aussi dans les études que tu as listées, il y a eu tout un travail pour leur amener des solutions aussi. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de dire, vous n'êtes pas tout seul, on a des architectes qui ont travaillé, on a des solutions techniques, on a des retours d'expérience, on sait vous montrer pour votre projet qu'il y a quelque chose de réaliste avec des coûts moyens, etc. Donc, on ne peut pas les laisser tout seuls sur ce type d'exigence. On a des premiers retours d'expérience sur le Sicoval avec des petits bâtiments de logistique qui sont, en termes d'emprise, ceux qui sont les pires, ils ne veulent jamais monter.
Mais on a un premier exemple où on a réussi à faire monter un bâtiment de logistique sur Belbureau, où il stocke maintenant sur la hauteur au lieu de stocker à plat. Et on a réussi à énormément réduire l'emprise. Et quand on dit à une entreprise, on a réussi à le faire de la logistique, du coup, il écoute parce qu'il se dit, ceux-là, c'est sûr que c'est les plus durs à convaincre. Là, c'est pas la cible là, mais c'est une façon d'amener les choses et d'être crédible vis-à-vis de ses partenaires. Il y a une notion d'influence, en fait, de Ouais. bâtiment exemplaire qui donne envie aussi. Il y a tous les leviers, incitation financière, proposition d'aide aux solutions, retour Exemple. d'exemple, on essaie d'actionner tous les leviers et cahier des charges, parce que tu dis beaucoup, on va inciter, mais il y a des critères qui seront imposés quand même. Donc, là, le curseur, il est en train d'être placé en ce moment. Ouais. Qui ne pourront pas bouger. C'est non négociable. Certains critères, oui, sont non négociables. Sur l'énergie en particulier, Ah oui, c'est pas discutable. fait qu'ils adhèrent à une association foncière urbaine libre, c'est-à-dire qui est l'organisme qui permet d'avoir un opérateur unique. Il faudra plutôt qu'ils justifient pourquoi c'est pas possible que l'inverse. Il y en a qui ont des raisons tout à fait acceptables, mais ça sera pas la solution de base. Ça, je vais peut-être pas trop m'attarder. Mais c'est voilà, un peu l'explication de comment ça va fonctionner. Donc, on a un opérateur énergie et un fournisseur qui sont en groupement, qui s'appellent Devener et Voltaire. Euh, on a un système de société d'investissement qui intégrera également l'AREC, qui est donc l'Agence régionale énergie-climat, qui se positionnera plutôt en tant qu'investisseur, hein, voilà. Et finalement, le fonctionnement, c'est ce que disait Rémi. Enova Aménagement, donc la SPL, impose par le biais du cahier des charges de cession de terrain l'adhésion à la FUL du Rivel. Le propriétaire donc adhère à la FUL qui va gérer la propriété des lots supérieurs, donc des toitures, et qui est le contractant avec l'opérateur énergie pour les installations photovoltaïques. Donc finalement, il y a une forme d'économie d'échelle au niveau de la ZAC où il y a un interlocuteur unique qui va mettre à disposition de l'entreprise un technico-commercial. Donc, c'est vraiment un accompagnement aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire vous adhérez et débrouillez-vous. Non, c'est vous adhérez et l'opérateur vous accompagne pour vous expliquer comment ça marche, comment on installe vos panneaux, comment doit être votre bâtiment pour que ça fonctionne bien. Voilà. Et en contrepartie, Voltaire, de notre côté, donc en bleu, va en 3 proposer une offre d'énergie. Donc ça, c'est bien une proposition. On ne peut pas l'imposer, mais on le propose. Après, il n'y a pas de raison que le porteur de projet ne l'accepte pas, surtout si la logique, c'est quand même d'avoir un tarif garanti inférieur au prix du marché sur une longue durée, puisque la logique à l'échelle de la ZAC du point de vue de l'opérateur énergie, c'est que plus je produis localement, plus je sécurise mon apport énergétique, moins je suis soumis au marché de l'énergie et donc moins j'achète cher mon énergie, donc plus je peux la vendre moins cher. C'est la logique. Donc plus on installe de panneaux, plus on est capable de garantir un prix bas pendant une longue durée. C'est aussi simple que ça. L'interface entre l'opérateur énergie et les différents propriétaires de l'eau, Oui. l'entreprise, c'est la FUL, c'est ça? Alors l'interface contractuelle, c'est la FUL. Ouais, non, mais L'interface opérationnelle, c'est l'opérateur lui-même. C'est un ingénieur commercial, le technico-commercial. propriétaire s'occupe quasiment. Non, C'est pas dans les études. non, 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 c'est C'est l'opérateur. l'opérateur qui va étudier le potentiel photovoltaïque du bâtiment, qui va lui dire, voilà, moi j'aimerais bien occuper tant de pourcentage de votre toiture. Le propriétaire de donner son accord sur le pourcentage occupé de la toiture. Ensuite, l'opérateur énergie va s'occuper des commandes, de la logistique, de l'installation, de la mise en service. Et une fois que tout ça c'est fait, tout ça, ça tourne, ça fonctionne. Et puis voilà. C'est bien ça, hein, Rémi. Si les entreprises veulent s'installer sur le Rivel, ils ont l'obligation d'adhérer à cette AFUL. Oui, C'est une obligation. obligatoire. C'est obligatoire. La FUL, pour qui c'est pas, c'est comme un syndic comme de un syndic, copropriété, ouais. mais à l'échelle d'une zone d'activité, c'est pas un bâtiment, mais c'est un syndic de copropriété, en fait. Au début, Enova, qui possédera encore des parcelles, sera Oui. membre de la FUL au fur et à mesure, se désengagera.
au fil de la vente. Jusqu'à la fin du remplissage de la zone, Enova reste acteur de cet outil-là et garant des objectifs. Un petit peu. Ça, c'est assez original comme montage. C'était pas facile à faire. Et depuis, la réglementation nous a facilité la vie avec les évolutions sur l'autoconsommation collective, ce genre de choses. Ouais. On respire un peu parce qu'on était en mode dérogatoire. On y allait, hein, et on était en mode dérogatoire sur beaucoup de sujets. Là, on va rentrer dans un cadre un peu plus qui est nouveau pour beaucoup de gens, mais qui est un peu plus cadré quand même. Dernier point, la préparation du lancement commercial. On a mis un petit rappel sur le positionnement, notamment les filières ciblées, donc 3000 emplois qualifiés souhaités et visés sur la ZAC. Donc quatre grandes filières bon, qui ont leur déclinaison, mais l'éco-construction, la santé et l'alimentation, les agrochaînes, les agro-industries et l'énergie. Aujourd'hui, parmi nos contacts, c'est vrai que ce qui dégage le plus en termes de filière, c'est plutôt l'éco-construction. Pour autant, on a eu quelques demandes sur la partie énergie aussi, production d'énergie. Voilà, pour l'instant, santé, agrochaîne, agro-industrie, c'est un peu moins spontané, mais voilà, c'est des choses enfin, des filières qu'on va sourcer et qu'on va un petit peu aller chercher avec le démarrage de la commercialisation. Il y en a, mais en surface des projets, c'est plus petit, quoi. C'est plus petit. Et je remettais juste un petit préalable à la commercialisation. Donc, vous voyez, en fait, j'ai mis quatre grandes thématiques. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais en gros, pour pouvoir commencer à lancer commercialement la ZAC d'ici la fin d'année, bon, bah, faut qu'on ait terminé notre plan guide, mais ça, c'est quasiment le cas. Faut qu'on ait notre cahier de prescription qui soit clôturé. Faut qu'on ait nos fiches de l'eau aussi pour montrer aux porteurs de projet, bah, donner les règles du jeu, comment ça va fonctionner à l'intérieur de la parcelle. Au niveau énergétique, bah maintenant qu'on a un opérateur énergie, il faut qu'on crée un protocole d'accord qui sera en fait de fait contractualisé avec l'AFUL, puisque c'est l'association syndicale qui va contractualiser avec l'opérateur énergie. Et il faut également qu'on mette en place le projet de bail qui permettra bah, aux porteurs de projet de mettre à disposition leur toiture pour l'opérateur énergie. Une fois qu'on a fait ça, ben, en parallèle, il faut qu'on puisse rédiger les statuts, puisque les statuts, c'est une pièce contractuelle et ça va nous permettre de passer les actes et de signer les promesses de vente. Sans ça, c'est pas possible. Et le projet de cahier des charges de cession de terrain, qui est également intimement lié à la promesse de vente et à l'acte, et qui est la garantie long terme, en fait, des règles du jeu de la parcelle et de la ZAC en général, puisque le CCCT étant annexé à l'acte, il va suivre le foncier dans toute sa vie, peu importe les changements et peu importe ce qui se déroule autour. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas que lui, mais lui est opposable. C'est un des outils qu'on a pour, dans le temps, faire respecter les engagements. Et en communication, bah, finalement, une grosse phase de mise au point de l'argumentaire pour les porteurs de projets. Bon, avec différents outils qui vont se décliner et l'idée d'un lancement commercial, d'un événement en tout cas, de lancement commercial qui pourrait se dérouler en octobre, voilà, où on pourrait réunir nos contacts, des partenaires locaux, régionaux, etc., etc. En dehors des quatre thématiques que vous avez décrites dans le slide précédent, vous interdisez par exemple une concession automobile ou... Oui, plutôt oui. Ah, Après, moi, je ne suis pas dans 20 ans, dans 15 ans, je suis pas. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout pas adapté à recevoir ça. La seule chose qui est aujourd'hui très clairement interdite, c'est la logistique. c'est là? La logistique. Ouais. Oui, c'est ça. Un concessionnaire automobile, jamais il remplira les critères du taux d'emploi au mètre carré. Donc, indirectement, il est tout de suite exclu. Ok. Voilà. Mais c'est pas écrit noir sur blanc. S'il y en a un qui nous trouve un modèle qu'on ne connaît pas de concession, Peuvent être innovants. voilà. Non, mais il peut y avoir un stock ailleurs. J'en sais rien. Moi, je ne saurais pas vous dire, j'y connais Non, rien. parce qu'on a constaté la dérive qu'il y a eu sur la masquère, par exemple, hein, qui était destinée à la pharmacie, la médecine et la recherche. Bon, il y a des garages, il y a une surface commerciale. C'est la médecine thermique. Oui. Là, en fait, le cadrage principal, il vient par un taux d'emploi
à la surface, qui est quand même assez important et qui ne permet pas ce type de... Oui, c'est ça. Ah, vous avez défini un ratio, c'est ça? 3000 emplois. Ah, c'est, il y a 3000 emplois, 1000 au mètre carré. 300 000 mètres carrés de surface de plancher, un emploi pour 100 mètres carrés. D'accord. Ce qui est au-dessus, Ouais, une c'est moyenne. difficile après selon les Non, mais si on met un concessionnaire auto, on fait plombe tout le reste. Et surtout aux employés, il y aura- Oui, non, c'est un exemple que j'ai pris. C'est une obligation. Non, c'est pas lié au projet, c'est lié à l'autorisation et au projet qu'on a déposé pour créer la zone d'activité. Ah, globalement. Oui, Oui. global. D'accord. Faut pas se permettre de le faire Oui. à l'opérateur, c'est trop compliqué. Ça prendra plutôt la forme d'une validation sous forme de comité d'engagement interne, donc Sicoval SPL, qui permettra d'arbitrer justement sur les projets et de dire bah, finalement, voilà, c'est ça. Dire bah, est-ce qu'il est dans le scope, est-ce qu'il est dans la trajectoire ou pas du tout. Mais on peut aussi se retrouver avec des cas où finalement bah, la filière est la bonne, mais le taux d'emploi ne l'est pas. Alors après, bah, il faut regarder peut-être la surface. Est-ce qu'on parle de 15 000 mètres carrés ou est-ce qu'on parle de 600 mètres carrés? Bon, à ce moment-là, c'est pas à l'échelle. Voilà, il y a une logique générale. Après, c'est toujours pareil. C'est du cas par cas pour beaucoup de sujets, quoi. Et dans le meilleur des cas, on peut voir les premières entreprises quand? Alors, les 2025, 2026? Non, alors, constructions, sortir de terre et avoir les premiers camions qui tournent et les salariés qui sont sur place. Là, on va plutôt être sur mi-27, fin 27, ouais, pour les premières. Et là, c'est la première phase, là. Oui. La seconde phase, elle est déjà prévue. Son lancement est déjà prévu. Alors, le lancement commercial, oui, même les travaux, en fait, hein, sont déjà prévus pour 2026, justement, 2027. Et en fait, au moment où les premières entreprises vont sortir de terre de la phase 1, bah, la phase 2 sera en commercialisation. Voilà. Ça va, la phase 1 et 2, ça va être très, très, très proche, en fait, parce que la phase 1, vous avez vu, c'est un tout petit morceau, hein, c'est pas énorme. Donc, ça va aller vite, hein. Comme vous voyez que la phase 1, c'est ça, ça va aller vite. Après, la phase pas le même, c'est pas le même morceau, c'est un peu plus gros. Mais la phase 1, ça va aller vite. les chantiers qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment l'aménagement de la phase 1, mais aussi tous les équipements structurants pour les trois phases, c'est-à-dire les réseaux d'eau potable, les châteaux d'eau, tout ça c'est construit là, ça y est. Et on reprend la répice, ouais, comment c'est ça, la répice. Ouais, du Rivel. Sur la entrée de jeu, c'est ce que tu dis. Ouais. C'est maintenant que C'est déjà fait. Ouais. Oui, après-demain. Fait l'année dernière, et Demain. toutes les zones de compensation, il y a 10 hectares de zones de compensation qui sont linéaires, mais qui sont assez conséquentes, qui sont déjà en Non, c'est demain. Regarde. c'est bien, ça permet de préverdir, quoi. Ouais. C'est la règle, c'est que C'est le faire avant. Non, voilà, Jérémy, non, j'ai parlé. Hein. il ne faut pas attaquer les travaux si on n'a pas la zone de compensation en place. 3, c'est basique. Et il y a eu une étude sur les flux de voitures, lequel 2028. ça peut générer. Je crois que Transamo. Est-ce que Transamo. Non, Transam est parti sur des solutions, non, les elle est issue plutôt de l'étude d'impact Ouais. de la Ça zone. veut dire qu'on rentre là. Ouais. Quasiment. Oui, donc il y en a eu une première relative, enfin, qui était jointe à l'étude d'impact, Environ qui a forcément émis des hypothèses hein, par rapport à l'installation des entreprises. Après, ça va s'affiner avec les premiers contacts, les premiers prospects. C'est hyper dur à dire, quoi. Parce que c'est là où ils vont décrire un peu leur activité, le Oui, type de... on le demande d'ailleurs. Quand on a des premiers contacts, on a une fiche et à l'intérieur, on demande de décrire leur flux. Quel type de véhicule, quelle fréquence, voilà. Donc, Même si on regarde par exemple, ne serait-ce les salariés, là, c'est vrai que le fait que, par exemple, le tronçon Toulouse, Montgiscard soit payant, ça fait beaucoup de déports sur la RD 916. 813 aussi, Oui, 813. qui sont déjà très saturés avec les constructions qui se font tout le long de cet axe. Je sais pas. Alors, dans la temporalité, évidemment qu'il va y avoir une phase où les gens, ils habitent là où ils sont, ils vont travailler là, mais là, on est en train de recréer un
densité d'emploi à proximité d'une zone aujourd'hui d'habitat qui est assez importante. Baziège et Montgiscard, c'est là où on a la croissance en termes de démographie aussi. Oui, Triangle du Sud, L'idée, évidemment, personne ne dit il n'y a que les gens qui habitent là qui vont travailler là, ça marche pas comme ça. À court terme. Par contre, à moyen terme, on sait que ça évolue comme ça et on construit les transports en commun de manière. En fait, si on a un étalement de la construction tout le long, les transports en commun ne sont pas performants parce qu'il faut s'arrêter tout le long. Donc là, du coup, on a le RER, le futur SERM, qui sera efficace parce qu'il aura un arrêt, on va dire, sud-Sicobal et après un ou deux arrêts nord-Sicobal. Mais c'est pour ça qu'on densifie de ce côté-là, pour avoir un transport en commun lourd performant. C'est une des raisons de la stratégie et c'est dans le cadre d'un accord qu'on a avec les autorités organisatrices des transports de réfléchir l'urbanisation et les transports parce qu'en général, L'inverse. voilà, on n'amène pas les transports parce qu'il n'y a pas l'urbanisation. Ça m'a touché. Et on a une sorte d'accord cadre avec la région Tisséo et Sicoval pour mener les deux de front. C'est sur le moyen terme. Hein, donc, On peut rêver. Oui. Il pourrait très bien y avoir des navettes qui tournent C'est prévu ça. sur C'est prévu là. sur la ZAC, c'est-à-dire. oui, qui tournent sur le site et puis qui amènent Au BAM. au parking de covoiturage de Car ou des non, mais là, trucs comme clairement, ça. ça, c'est des solutions qui sont faciles à mettre en œuvre où il faut avoir du répondant en face. Oui, En fait, c'est un plan de mobilité interentreprise. Et ça, on est en train de les mettre en place sur toutes nos ZAC. Et là, celle-là aura son propre plan de mobilité interentreprise. Et s'il y a un besoin, il y a ce type de solution, en effet. Et c'est aujourd'hui, le parking de covoiturage a une aire d'arrêt de bus. Enfin, voilà, c'est prévu dans ça déjà. Moi, j'ai une question sur, ça me fait penser du coup au lien avec Enova, donc la Beige, où il y a le village et la zone d'activité, pour après c'est l'intégration de la zone avec Baziège. Qu'est-ce qui est prévu pour connecter ou pour familiariser les habitants à aller sur la zone? Est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à ça? Pour faire une unité urbaine. Ou une unité, ou en tout cas pour inciter par exemple des habitants de Baziège à aller sur la zone. Tout à l'heure, on a parlé des usages, ou alors en tout cas en termes de mobilité, justement pour connecter et éviter cette scission entre la ville de Baziège et la zone d'activité. Donc c'est un peu périphérique, mais vu que c'est dans les réflexions des récits, en tout cas du CODEV. Ouais. Donc là, c'est une zone purement d'activité, c'est pas tout à fait pareil. Oui, autant ça c'est sûr. Autant là, c'est. Par exemple, Non, mais, si, par rapport à la Ripisylve, aux espaces de course ou de pratiques sportives, en tout cas, pour les salariés. Alors, la Ripisylve, c'est en zone de compensation. Ah oui, c'est inaccessible. Le premier projet qui a été fait par les urbanistes, il y avait un chemin de randonnée tout le long de l'espace arboré. Enfin, et là, c'est vraiment réglementairement, ça a été interdit. D'accord. C'est une zone de quiétude pour les espèces. Et donc, si on y amène de la population, parce qu'au début, c'est peut-être des salariés qui se promènent, après, c'est les gens avec leurs chiens. Et donc, c'est plus une zone de compensation. un complément à la réflexion de. Est-ce que déjà il y a eu des expériences en termes de PLU, hein, peut-être savoir comment vous avez les zones blanches. Hervé Bernard, les zones. Celle-ci, là? Enfin, les deux ou trois, là, ouais. Pour voir comment va évoluer cette jonction. Ça, aujourd'hui, c'est quand même très remis en cause par le ZAN. Mais au départ, dans les prospectives du SCOT, c'est ce qu'on appelait une couture urbaine. Et donc, c'était prévu de construire une urbanisation qui soit en lien avec la ZAC et qui soit cohérente avec la ZAC, peut-être avec des services plutôt que de l'habitat, on ne sait pas. Là, aujourd'hui, ces espaces agricoles, il y a peu de chances qu'on y touche. La ZAC elle-même, elle impacte des terres agricoles. Et l'idée, c'est plutôt de travailler autrement. Cette couture urbaine, moi, je fais pas le PLU de Baziège. Au niveau du SCOT, elle était envisagée. Il y a peu de chances qu'elle voit le jour rapidement. Est-ce que ça impacte les calculs du ZAN, là, la zone du Rival? C'est pris en compte dans le ZAN, oui, tout à fait. Ce qu'on consomme là, on peut pas, ça réduit notre droit à construire sur tout le reste du Sicoval. Ah oui. Du Sicoval. Wow. Le fait générateur, ce sont les travaux, je crois. Par rapport à la bascule temporelle. C'est ça, hein. Alors ça, je ne saurais pas vous le confirmer par rapport aux dates, Je crois que c'est là, des travaux. mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est pris en compte dans le calcul. C'est pris en compte. Ça ne fait pas partie des projets qui ont été déclassés justement.
Ça, c'était un truc. Pas, déjà, au niveau national, il y a une quantité de projets infime, et je crois qu'au niveau de l'Occitanie, il y en a eu deux, peut-être trois. C'est pas du tout d'une dimension qui permettait ce type d'approche. Et ça a été la Banque des Territoires qui finance la MIDVD, c'est la Banque des Territoires qui porte un appel à manifestation d'intérêt pour le ministère de l'Environnement. Donc, c'est les deux en fait, qui pilotent le démonstrateur ville durable. Et donc, pour aller chercher le reste du financement, il faut à chaque fois rejustifier de la cohérence du projet dans le cadre du ZAN. Là, ça rentre en Juste équipe. une précision du coup, parce que du coup là, ça me semble, enfin pour moi c'est pas évident cette association ZAN Sicoval, parce qu'il me semblait que c'était que des PLU par commune. Oui. Du coup, comment ça s'articule C'est que le ZAN est suivi à l'échelle intercommunale, même si l'intercommunalité n'a pas la compétence PLU. Donc si j'essaie de comprendre, donc du coup ça veut dire que ce projet-là impacte l'ensemble des communes du Sicoval Tout à fait. pour leurs projets futurs. Ouais. Waouh. Ils le savent, ça. Ils le savent très bien. Et il y a une répartition Non, après, par rapport, en fait, on a tout un suivi des programmes d'urbanisation des communes. Il reste encore de la capacité, et ce qu'elles ont dans leur tuyau aujourd'hui ne consomme pas ce qui reste en termes de capacité par rapport aux 50% sur la première. Voilà, d'accord. Et elles ont fait un effort. Ah oui, il a fallu donc faire un effort, voilà. Un effort de sérieux plutôt que de dérouler. Elles se sont reposées les questions. C'était pas un gros effort de se mettre avec quelque chose de réaliste par rapport à leurs ambitions en termes d'accueil de population. De construire autrement. Exactement. Oui. D'où le projet de CTO, de développement des centres bourgs. Peut-être aussi. Si, non, mais c'était parti un peu avant, mais c'est assez cohérent. C'est cohérent quand même. Ok, maintenant, Oui, ça le rend plus cohérent. ça le rend plus cohérent. C'était prévu. Il est 20h17. Est-ce que d'autres personnes ont certaines questions? C'est bon. Merci beaucoup. On a nos dates. Merci. C'est très pédagogue. C'est quand tu dois commercialiser, donc. Nous, on avait pas de date pour le récit. On va poser le tablier. Je ne vous conseille pas d'être en dessous. Et j'en profite. Est-ce qu'on pourra disposer d'une Réponse. Oui. C'est pour ça qu'il s'est permis, je pense, de passer vite. Donc après, peut-être justement voir s'il y a des sessions pour assister à des jurys, même en tant qu'observation, hein, ça peut être Envirobat, tu parles? Oui, je me le suis noté, moi je vois ça. C'est intéressant. Et donc après, on garde contact pour la suite du projet. Peut-être ça peut être intéressant une fois par an ou autre, de faire un petit point et dans le suivi. Je crois aussi à un moment donné, le CODEV a travaillé sur la zone de Basel. C'est assez chouette de voir cette réflexion. Plutôt orienté sur le pourtour de la zone. Je ne sais pas si c'est le lieu, mais le comité de suivi, c'est. Et oui, c'est le lieu, oui, tout à fait. Donc, s'il vous plaît, juste on se recentre un petit peu d'attention là sur un dernier point. Donc, il y a pour le suivi du projet du Rével, qui, on a compris, va s'inscrire sur un temps long. Il a été décidé de mettre en place ce qu'on appelle un comité de suivi. Tu m'arrêtes si tu complètes. Comité de suivi qui a une volonté en tout cas de suivre, d'observer, et puis aussi d'être un relais d'information sur le déroulé du projet auprès de la société civile ou association. Il se trouve que le comité de suivi va commencer à se mettre en place tout en étant accompagné par un prestataire privé qui n'a pas encore été choisi. D'ici la fin de l'année, le CODEV a bien sûr une place. D'accord. L'objectif aussi, c'est d'accueillir d'autres habitants du territoire. Donc pareil, si vous connaissez des habitants qui ne font pas partie du CODEV mais qui seraient intéressés par le suivi du projet, il y a des places ouvertes et proposées. Et là, donc, c'est le prestataire qui proposera une méthode, en tout cas d'animation, proposera des sujets à travailler. Si vous voulez en savoir un peu plus, je pourrais vous transmettre juste ce qui a été validé collectivement sur le sujet. Donc voilà, on en prend note, on commence à vous en parler, on vous en reparlera au fur et à mesure. Et l'idée, c'est de régulièrement. Ok, d'accord. Merci. Merci. Oui, oui. Bon, ben, merci. Merci. Bonne soirée. Merci.